C'est parti. Super, merci. Eh bien, bonjour à tous, toutes. Je suis Cédric Jean, le directeur de développement de la société Adecom. Pardon. Société spécialisée dans l'hébergement, l'infogérance et la cybersécurité. Et donc, quand l'OEC nous a parlé de cette manifestation, il nous semblait tout naturel que d'aborder les aspects cybersécurité. Et c'est la raison pour laquelle je suis avec Yves, qui est le CEO d'Axeis. Et Yves, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Yves Duchesne, je suis un des cofondateurs d'Axeis. Je suis expert en cybersécurité de formation, expertise technique depuis, disons, une douzaine d'années. Et puis, donc voilà, j'accompagne Cédric sur scène pour parler des aspects un peu plus techniques. J'essaie de faire avancer les slides. Ouais, alors ça marche sur le retour, mais pas sur l'écran. Juste un petit message pour la régie. Super. Bon, c'était pas super intéressant en même temps, donc voilà. Et moi, je ne fais ça que sur devis. Bien, donc le programme d'aujourd'hui, ça va être, on va parler de cybersécurité, ou plutôt de cyber-insécurité, en abordant quelques chiffres. Vous allez voir des chiffres qui sont assez marquants. La question que se pose tout le monde, comment détecter une attaque, et après cette détection d'attaque, quoi faire, quelle réaction adopter face à une attaque. Ensuite, Yves, par son passé de hacker, va nous présenter trois types d'attaques. Une attaque par le Wi-Fi, qu'on a appelé l'attaque du Wi-Fi malveillant, vous verrez pourquoi. La clé USB tueuse, ça laisse prévoir tout un programme. Et enfin, une attaque basée sur un mobile, mais on ne vous en dit pas plus, ça va vous étonner. Et enfin, sur la fin, on abordera quelques questions-réponses en fonction de votre intérêt. Et on va avancer à ce niveau-là. Donc, très rapidement, quelques chiffres sur ce qu'on appelle la cyber-insécurité aujourd'hui. 3 slides, 2017, 2018, 2019. Je vous laisse voir les évolutions. Première partie, en 2017, il a été recensé que 76% des entreprises de taille intermédiaire avaient été attaquées par un virus ou par un système de cryptographie ou autre chose. 76% des entreprises, des ETI, ont été attaquées. Dans l'ensemble des entreprises attaquées, vous avez le découpage sous les yeux des documents et des données qui ont été volés. Et regardez, paradoxalement, ce n'est pas le vol de fichiers clients qui est le plus volé aujourd'hui. C'est l'ensemble des fichiers et des données qui concernent les salariés. Donc on retrouve la propriété intellectuelle à 30%, mais c'est bien les données des salariés qui sont le plus volées aujourd'hui. Vous allez faire le lien avec le RGPD, forcément. Voilà. Deuxième tableau, sur 2017 toujours, la propension d'attaques externes par rapport aux attaques provenant de l'interne. Et là, encore une fois, le chiffre est étonnant. 45% des attaques viennent de l'interne. Un peu moins de la moitié. Qu'elles sont réalisées par quelqu'un de l'entreprise. De façon malveillante ou non malveillante. Ok, on va en parler après, vous allez voir. Mais ça veut dire que à peu près la moitié des attaques viennent de nous, de chez nous. C'est ça qu'il faut retenir. 2018, on voit certaines évolutions arriver. En 2018, une étude a été lancée sur le nombre de mails qu'on reçoit et sur le nombre de mails considérés comme spam, intégrant ou pas des logiciels malveillants. 95% des mails reçus sont identifiés comme du spam, avec ou non des systèmes malveillants embarqués. On parlait tout à l'heure du vol des fichiers des salariés. En 2018, bon, c'était le départ, hein, c'était un peu normal, mais on avait encore 85% des entreprises qui n'étaient pas au point avec le RGPD, ni même qui avaient lancé la dynamique RGPD. 55% des entreprises, l'ensemble des entreprises, micro, macro, ETI, grand compte, ont été ciblées par une attaque. Ça, c'était 2018. Vous avez vu qu'on parlait de 76% des ETI en 2017, ça s'est agrandi, ça augmente, tous les ans ça augmente. Vous verrez pour 2019. Le nombre d'incidents générés par un collaborateur malgré lui, la fameuse clé USB, le mail, le PDF sur lequel on a cliqué, c'est 35% des attaques aujourd'hui. D'où l'obligation, on va en reparler après, d'où la nécessité de former les collaborateurs. Mais on va en reparler. Chiffre important, dans 38% des cas d'attaque, il faut juste 30 secondes, uniquement 30 petites secondes, pour compromettre un système d'information. Juste 30 secondes. Et enfin,
concernant les attaques, et là, Yves va pouvoir vous en parler un peu plus. On s'est aperçu que quasiment 100% des attaques, 99%, sont les attaques qui s'appuient sur des failles de vulnérabilité non patchées. En clair, les serveurs, les PC n'ont pas été patchés, les hackers en profitent et attaquent. Et je crois que Yves, tu as édité un texte dessus récemment. Ouais, en voyant cette planche, effectivement, ça me fait tout de suite penser à une news que j'ai postée ce matin même sur LinkedIn à propos d'un rapport qui a été établi suite à une attaque d'un groupe de cybercriminels professionnels qui s'appelle Ruik, je crois, ou Ryuk, je ne sais plus, un truc comme ça. Et c'est une attaque qui a duré 5 heures. C'est-à-dire qu'il s'est passé 5 heures entre le moment où un collaborateur a cliqué sur un mail malveillant au sein de l'entreprise et le moment où l'ensemble du système d'information a été compromis, où l'ensemble des contrôleurs de domaine, pour ceux qui parlent un petit peu technique, ont été compromis, et où l'ensemble du système d'information a été infecté par un ransomware. Il s'est passé 5 heures. 5 heures, c'est un temps qui est excessivement court. Ça veut dire que si c'est à 18 heures qu'un collaborateur clique sur un mail malveillant, à 23 heures, le système ne fonctionne plus. Donc le lendemain matin, on s'en rend compte, on arrive, il n'y a plus rien qui fonctionne. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à faire preuve d'une telle célérité, notamment grâce à la présence d'une vulnérabilité qui s'appelle Zero Logon. Je vais passer sur l'origine du nom, mais c'est une vulnérabilité récente, extrêmement critique, qui a été découverte sur le système Windows il y a, je pense, 3 semaines, à mon avis, quelque chose comme ça, et pour lequel il y a eu une publication assez forte et des incitations assez fortes à déployer les correctifs de sécurité. Donc, la vulnérabilité a été découverte, des correctifs de sécurité ont été proposés par l'éditeur de Windows, à savoir Microsoft, et donc des mises à jour correctives ont été proposées. Et ça veut dire que cette entreprise-là n'avait pas installé, n'avait pas déployé les mises à jour en temps et en heure, malgré les mises en garde, et c'est ça qui a permis d'aller aussi vite. Donc cette planche-là, je trouve qu'elle a beaucoup de sens, parce qu'effectivement, il y a une réelle rapidité des compromissions. Aujourd'hui, les compromissions peuvent aller très vite, et à contrario, certaines sont aussi assez lentes. On a aussi une sophistication des méthodes d'attaque. Là où hier, les attaques par ransomware, effectivement, qui bloquent le système d'information, hier, ils arrivaient, ils bloquaient tout. Aujourd'hui, ils peuvent rester rampants, à surveiller et à infecter le réseau pendant des mois, avec parfois des prises de contrôle des attaquants à distance pour aider le virus à trouver son chemin dans le système d'information. Et une fois que tout est bien noyauté, une fois que tout est bien infecté, clac, là, il se déclenche pour des dégâts maximaux. Donc bref, les méthodes sont extrêmement sophistiquées et elles capitalisent énormément. Et d'ailleurs, nous, on le voit nous-mêmes quand on fait des tests d'intrusion, notamment des tests d'intrusion interne, les défauts de mise à jour sont un levier extrêmement puissant, un des principaux leviers de compromission et de progression au sein d'un système d'information. Donc la mise à jour, c'est une des pierres angulaires, sinon la pierre angulaire de la sécurité du système d'information, d'où la fameuse règle des 3 P, patch, patch, patch. C'est le mantra des directeurs des systèmes d'information. La gestion des correctifs de sécurité, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Merci Yves. 2019, on continue de se faire peur un petit peu. 2019, 9 entreprises sur 10, 9 entreprises sur 10, on était à 55% tout à l'heure, ont été victimes d'une attaque ou d'une tentative d'attaque. Répertoriées, vues. 9 sur 10. 7 mois. C'est le temps qu'il faut en moyenne à une entreprise qui s'est fait attaquer pour s'apercevoir qu'elle a été attaquée. C'est une moyenne, bien sûr. On retrouve, lorsque Yves parlait d'audit, on retrouve dans les entreprises aujourd'hui des signes d'attaque d'années auparavant. Parce que ça ne s'est pas vu, parce que le hacker est rentré sur le serveur ou sur le PC, a fait ce qu'il avait à faire, a utilisé les fichiers, a pris les fichiers, il est parti, on n'a rien vu. Voilà. Le nombre de jours moyens après une attaque, encore une fois c'est une moyenne, hein, le nombre de jours moyens après une attaque pour reprendre une activité normale et sécurisée, c'est 75 jours. On vous a dit tout à l'heure, hein, 30 secondes pour compromettre un système, 5 heures pour le paralyser complètement, 75 jours pour repartir. Voilà. Et dernier chiffre parlant, ce n'est pas des experts comptables que je vais apprendre ça, dernier chiffre parlant, 1,3 million, c'est le coût moyen que génère une attaque dans une entreprise. C'est le coût moyen que supporte une entreprise. Donc ça comprend bien sûr les demandes de rançon, ça comprend plein de choses, mais c'est tout le temps homme pour tout relancer, c'est les systèmes qu'il faut acheter, c'est les mises à jour, c'est les logiciels, voilà, c'est un coût moyen. On parle d'1,3 million. Donc, c'est des chiffres alarmants, mais il ne faut pas rester là-dessus. La question maintenant se pose de comment détecter une attaque. Et du coup,
quoi faire, quoi. On sait que ça coûte cher, que ça prend du temps, que ça ruine des entreprises. On n'en parle pas assez souvent, mais il y a aussi des problèmes psychosociologiques, psychologiques derrière les attaques. Beaucoup de collaborateurs le vivent très mal, surtout quand on les accuse à tort d'être la cause de la cyberattaque. Donc, comment détecte-t-on une attaque? Eh bien, il y a un ensemble de signes qui sont des signes que je vous laisse lire, que vous avez sous les yeux, et qui permettent de détecter une attaque. Vous avez par exemple l'alerte de l'antivirus. Régulièrement, votre antivirus vous tient un jour des mises à jour, etc. Et là, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez plein de petites alertes qui arrivent les unes derrière les autres. C'est un signe. Ça ne veut pas dire que vous êtes attaqué, mais c'est un signe. Voilà. Pareil pour une alerte provenant d'un antivirus que vous n'avez pas. Vous êtes en trend, vous avez passé une alerte Sophos qui ressemble à ça, vous ne savez pas ce que c'est, et c'est marqué antivirus machin, cliquez ici pour soigner. Eh bien non. Voilà. On parlait des barres d'outils sur les navigateurs tout à l'heure avec Yves. C'est vrai qu'il y a un phénomène aujourd'hui de vente forcée, quand tu vas sur certains sites pour acheter, qui fait qu'on vous propose un logiciel pour améliorer tel niveau, telle fonctionnalité, etc. Et en réalité, ce logiciel installe dans votre navigateur une nouvelle barre, et cette barre va permettre, par exemple, de récupérer des données, de piéger des données, de ce qu'on appelle sniffer des données. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant, mais un ordinateur qui se ralentit beaucoup, qui reboot tout seul, qui se freeze, c'est pas bon signe. Alors c'est pas bon signe pour l'ordinateur, certes, mais c'est surtout très souvent un signe d'une attaque. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait ce matin aussi, les fichiers disparus ou illisibles, la partie ransomware, c'est-à-dire le fait de ne plus pouvoir accéder à ces données, des mots de passe qui disparaissent. Voilà, bon, l'ensemble de ces choses que vous avez sous les yeux. Ouais, là, je réagis en voyant la webcam parce que précisément il y a une news que j'ai postée hier sur LinkedIn qui parlait de ça précisément. Il y a un groupe d'attaquants qui, au fil des années, ont piraté des caméras exposées sur Internet, des webcams. Alors des caméras connectées, c'est des petits objets, c'est comme une webcam classique, sauf qu'elle est connectée, elle a une connectivité IP, donc du coup elle est exposée sur Internet. Très souvent, ces gadgets-là, comme à peu près tous les gadgets et tout l'ensemble de ce qu'on appelle l'Internet des objets ou l'IoT, manque cruellement de sécurité. Les attaquants, pendant plusieurs années, principalement à Singapour et au Canada, ils ont récupéré les flux vidéo issus de ces caméras. Et aujourd'hui, ils mettent en vente, pour une souscription unique de 700 $, je crois, ou un truc comme ça, l'ensemble des vidéos qu'ils ont capturées grâce à ces caméras depuis 5 ans. Évidemment, alors ils ont publié une archive, je crois, de 300 gigaoctets de vidéos, disons une archive un peu promotionnelle, c'est la promesse de vente, en promettant qu'effectivement dans le package total, il y a beaucoup plus de choses intéressantes. C'est un peu la bande-annonce finalement de leur larcin, avec évidemment une préférence pour les caméras placées dans les chambres à coucher et les pièces un peu intimes de la maison. Donc c'est vraiment une réalité, il y a un flux vidéo de webcam. Ça peut faire l'objet d'un piratage. Ça peut faire l'objet d'une capture par un attaquant. Donc une webcam qui s'allume toute seule, une petite LED qui s'allume toute seule, c'est quelque chose qui doit effectivement être alarmant. On en parlera tout à l'heure, vous verrez. Et dernier point, alors là c'est vraiment une attaque qui on l'espère vraiment, vous arrivera jamais. C'est quand vous voyez arriver ce type de pop-up. Vous avez sous les yeux typiquement un PC qui s'est fait hacker et pour lequel il y a une demande de rançon. Donc, il va vous expliquer comment fonctionne le système de chiffrement, etc. Mais sachez que quand vous avez ça, là, pour sûr, vous êtes fait attaquer. Donc, le fonctionnement, Yves ? Oui, effectivement, cette pop-up, donc cette petite fenêtre intempestive, c'est la fenêtre d'un ransomware qu'on appelle WannaCry. Les ransomware, je pense que c'est un mot que beaucoup ont entendu, on en parle beaucoup dans la presse, il y a une forte recrudescence depuis quelques mois. Ce sont ces virus qui se répandent au sein du système d'information et qui vont bloquer l'ensemble des systèmes pour empêcher leur fonctionnement, notamment grâce à de la cryptographie. Pour récupérer un système qui fonctionne, il faut acheter la clé de déchiffrement aux pirates, qui vous la vendent 100, 200, 1000, 5000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros en fonction des enjeux qui sont les vôtres. Donc ça, en l'occurrence, c'est la fenêtre qui apparaissait lorsque vous attrapiez un ransomware qui s'appelle WannaCry. Si vous n'avez pas entendu ce nom-là, vous avez forcément entendu parler de lui. C'est la cyberattaque géante qu'il y a eu au printemps-été 2017. Il y a eu une flambée de cybercriminalité. Renault, Saint-Gobain, etc. se sont fait avoir. C'était WannaCry. Donc WannaCry, c'est un ransomware qui s'est répandu comme une traînée de poudre à la faveur d'une vulnérabilité
la MS 17010 pour la citer, qui avait été découverte. La découverte de la vulnérabilité est tout à fait rocambolesque, mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais en l'occurrence, comme les systèmes n'avaient pas été mis à jour, la vulnérabilité n'avait pas été corrigée, donc le virus s'est répandu comme une traînée de poudre, très rapidement. Donc, pour Saint-Gobain, on parle d'une perte d'exploitation aux alentours de 300 millions d'euros, a priori. Donc les montants peuvent très vite chiffrer, peuvent être très, très, très importants en fonction de la taille du groupe. Donc quand ce genre de fenêtre arrive, effectivement, c'est plus un questionnement, c'est avéré. Vous êtes fait pirater, vous avez attrapé un ransomware, et maintenant, la suite pour vous va dépendre des mesures de sécurité que vous aviez mis en place avant. Si vous aviez mis en place des procédures et de la sécurité avant, vous avez pris soin d'organiser votre sécurité et votre résilience, alors peut-être que vous allez pouvoir retomber sur vos pattes à peu près correctement. En revanche, si vous n'aviez rien fait jusque-là, malheureusement, il y a des entreprises dans lesquelles ça a causé de très gros dégâts. Après, il y a la politique de chacun vis-à-vis du paiement de la rançon. On ne peut pas conseiller autre chose que de ne pas payer. Payer, c'est alimenter la cybercriminalité, c'est comme payer une rançon pour un enlèvement. On sait très bien que ça alimente les groupes terroristes et que ça va les inciter à recommencer. Et par ailleurs, en plus, vous n'êtes absolument pas certain de récupérer vos données. Il n'y a pas de service après-vente. Vous ne pourrez pas aller voir le médiateur de la République si le ransomware ne vous a pas rendu vos données. Alors justement, on vient de se faire attaquer. À votre avis, que faire en cas d'attaque? Quelle est la toute première chose que vous devez faire si vous pensez que vous avez été attaqué? C'est très très bien ça, hein. Vous me direz pour le chèque à la fin, c'est très très bien, c'est top. Hein. Mais non, c'est pas ça. Malheureusement, pas tout de suite, pas tout de suite. Non, il faut le déconnecter, jamais l'éteindre. Parce que si vous l'éteignez, vous allez perdre les traces de l'attaque. Et quand vous allez porter plainte à la fin, ou si jamais il y a une enquête, ils ne pourront pas remonter. Il faut déconnecter votre serveur ou déconnecter votre machine. Donc si votre machine est reliée par un câble filaire, eh bien, vous tirez sur le câble. Si le serveur, c'est pareil. Et si vous êtes connecté en Wi-Fi, eh bien, pour peu que vous ayez encore la main, vous allez dans les propriétés réseau, vous déconnectez le Wi-Fi. C'est la première chose à faire. Et surtout, vous ne rebootez pas la machine et vous ne l'éteignez pas, au risque de tout perdre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on l'a dit, il faut prévenir. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Le collaborateur, je parle pour vous, mais je parle aussi pour les collaborateurs, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, il faut qu'ils préviennent. Donc, vous allez prévenir, bien sûr, votre responsable sécurité, vous allez prévenir votre patron d'agence, vous allez prévenir votre prestataire informatique, préféré en l'occurrence, et vous allez prévenir tous les tiers qui peuvent être impactés par l'attaque. Par exemple, vous êtes sur un portail bancaire en train d'effectuer des virements pour un client, ou en tout cas des opérations pour un client. Vous pensez que votre PC a été piraté, vous appelez la banque pour lui dire « j'ai un problème ». Attention, j'ai un problème, je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, mais il faut prévenir. Et si, dans le cas où vous étiez en train de travailler sur le dossier d'un client important, type OIV, OSE, un client vraiment une filiale de grands groupes, prévenez-le aussi. Il faut prévenir. Et il faut demander à nos collaborateurs, lorsqu'ils ont ça, une fois qu'ils ont détaché leur machine du réseau, en tout cas, ils ont isolé leur machine, il faut leur demander de dire « préviens ». Quoi qu'il se passe, tu préviens. Okay. Troisième point, à votre avis. Donc, on a déconnecté, on a prévenu. Quelle est la troisième chose à faire quasiment tout de suite? C'est plus au niveau direction. Donc, à votre avis? Portez plainte. Portez plainte. Cherchez pas, il faut y aller. Même si ce n'est pas suivi, c'est pas grave, il faut porter plainte. Pourquoi? Parce que si vous ne portez pas plainte, en cas de compromission d'un de vos clients par votre intermédiaire, vous risquez des problèmes. Entre autres. Et c'est aussi le fait de signaler. Alors après, encore une fois, en fonction du client, en plus de porter plainte, vous pouvez être amené à, par exemple, contacter l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui ont des numéros de téléphone spéciaux pour permettre justement de déclarer des incidents sur des clients importants. Il y a les CERT, enfin bref, il y a tout un tas d'organismes aujourd'hui nationaux qui ont des numéros et qui attendent qu'on les appelle pour intervenir. Mais il faut porter plainte, il faut signaler les choses. D'accord? Il y a un questionnaire à la fin. On posera la question. Rappelez-vous, le temps presse, quand on se fait attaquer, vous avez vu 30 secondes, le temps presse. Il ne faut pas attendre. Donc maintenant, on va vous présenter, enfin en tout cas Yves
va vous présenter 3 simulations d'attaque, comme on a vu tout à l'heure, autour du Wi-Fi, autour de la clé USB, et une troisième autour de la téléphonie mobile. Et on va commencer par un petit film. Yves, voilà. Oui, en effet, je pensais que la régie me passerait la main sur les slides, à vrai dire. On a mal répété le numéro ce matin. Merci. En effet, on voulait compléter cette introduction par des simulations d'attaque, ou en tout cas des illustrations concrètes de ce que c'est qu'une cyberattaque, comprendre un petit peu quelle est la méthode utilisée par l'attaquant, pourquoi est-ce qu'une cyberattaque arrive, évidemment vous posez aussi les bons conseils vis-à-vis de certaines situations. On a d'abord choisi de vous parler de l'utilisation des réseaux externes. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont classiquement abordées en cybersécurité. Celle de l'utilisation des réseaux externes et plus largement la thématique de la mobilité, c'est quelque chose qui est plutôt moins abordé que le reste. Pourtant, la mobilité, l'utilisation de l'outil informatique et du système d'information dans une situation de mobilité à l'extérieur de l'entreprise, c'est une situation pour lesquelles vous n'avez pas le même modèle de menace, le même modèle de sécurité, pour laquelle vous n'avez pas le même cas d'espèce que lorsque vous utilisez votre poste de travail au sein du SI. Le cas d'exemple royal, typique, c'est l'utilisation d'un ordinateur professionnel lors d'un déplacement dans le TGV, à la gare, à l'hôtel, au restaurant, etc. etc., etc. Pourquoi? Eh bien, pour 2 raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'on a tendance à se connecter à des réseaux Wi-Fi qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que je vous mets, disons ta main au feu, la mienne, j'y tiens, mais je vous parie que si j'avais mis en place un point d'accès qui s'appelait Jacobin_invité, en point d'accès ouvert ici, j'aurais eu 5-10 connexions de personnes qui seraient venues se connecter à mon point d'accès. D'accord? C'est très simple à lancer un point d'accès. Même de façon informatique, avec un simple ordinateur, ça se fait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces personnes qui se connectent à Internet à travers ce réseau-là, qui est le mien, eh bien l'ensemble de leur communication transite par ma machine. Et donc ça veut dire que moi, je peux prendre connaissance de l'ensemble de leur communication réseau. Donc l'ensemble des informations qu'elles échangent avec les sites web qu'elles visitent, que les applications de leur téléphone vont utiliser, etc. etc., etc. Donc ça déjà c'est un premier point, parce qu'on ne sait pas réellement qui est derrière les points d'accès sur lesquels on se connecte. Et souvent, on se connecte un peu à l'aveugle. On regarde, on se connecte. Si vous faites ça chez Leclerc, vous mettez Leclerc dans score gratuit, les gens s'y connectent instinctivement. Deuxième problème, quand bien même vous êtes connecté à un réseau qui est légitime et que ce n'est pas un attaquant qui maîtrise le point d'accès, reste le problème de la sécurité des communications. Parce que le mode de communication Wi-Fi, ce sont des ondes radio sur la bande de 2,4 ou 5 GHz, eh bien, ces communications radio sont envoyées à la cantonade tout autour par la carte Wi-Fi. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne à portée de Wi-Fi de votre machine peut capter les communications. Alors évidemment, les communications ne sont pas toujours en clair. C'est-à-dire qu'il y a des protections sur les communications. Mais, premièrement, si le Wi-Fi est ouvert, il n'y a aucune protection. Ça veut dire qu'il suffit à quelqu'un d'ouvrir ses oreilles, les oreilles numériques, j'entends, pour écouter ce qui se passe. Toutes les communications seront reçues en clair. Alors, tous les réseaux ne sont pas ouverts. Les réseaux d'entreprise, par exemple, souvent sont protégés par mot de passe, par exemple. Vous êtes tous familiers de ça. Vous devez taper un mot de passe, une clé d'accès au réseau, qui est partagée entre tous les collaborateurs. Et c'est cette clé-là qui vous permettra d'accéder au réseau. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle du WPA2 personnel. C'est un mode de protection. Je vais passer sur les détails. Mais ce mode de protection spécifie la chose suivante. Ce mode de protection protège les communications dans le cas où une seule personne utilise le réseau. Donc c'est clair. Ça veut dire que là, tout le monde ne pourra pas lire vos communications, mais l'ensemble des personnes qui sont connectées au même réseau que vous, eh bien, vous vous retrouvez dans la même situation qu'un réseau ouvert. Vos collègues ont accès à vos communications réseau. Pour sécuriser, il y a un autre mode qui s'appelle WPA2 Enterprise. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ce mode de connexion avec une clé, avec un mot de passe, ne présente pas de sécurité. D'accord? Donc je voulais vous alerter là-dessus et à ce titre, vous jouer une petite vidéo. Alors ça, c'est l'écran d'un pirate.
Donc on a fait ça sous forme de vidéo, parce que la démonstration est un peu sensible avec le Wi-Fi, c'est pas toujours des choses qui sont évidentes. On a 2 démonstrations en vidéo, on en a une en vrai à la fin. Vous verrez, c'est quelque chose qui est joué en live. Donc bref, voilà l'écran de l'attaquant. Un attaquant qui souhaite mener une attaque sur du Wi-Fi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a identifié qu'il y avait des gens qui se connectaient à des réseaux Wi-Fi à côté de lui. Eh bien, il va lancer une écoute réseau sur les points d'accès Wi-Fi. Donc il va commencer par rechercher les points d'accès Wi-Fi aux alentours. Il voit qu'il y en a 2, dont un qui s'appelle Wi-Fi gratuit Hôtel Marimba, par exemple. Donc il choisit ce canal-là parce que c'est un Wi-Fi qui est ouvert et il lance une écoute. Alors c'est extrêmement simple à lancer une écoute. Une écoute sur le réseau, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences poussées pour faire ça. Il y a des logiciels tout faits qui existent, c'est extrêmement simple. Donc là, on n'est pas du tout dans les hautes sphères de ceux qui piratent la NASA ou j'en sais rien. C'est quelque chose d'extrêmement trivial à réaliser, d'accord, pour quelqu'un qui a des connaissances informatiques assez normales. Il lance ça. À côté, on a l'iPad d'un client de l'hôtel qui se connecte naturellement au Wi-Fi de son hôtel, ce qui est normal. Wi-Fi ouvert de l'hôtel, il ne se pose pas trop de questions. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant qu'il a une connexion à l'entreprise, à Internet, il va consulter sur l'extranet de l'entreprise les documents dont il a besoin. Donc il se connecte à l'extranet. Un extranet, c'est un portail d'accès qui est évidemment authentifié. On ne laisse pas n'importe qui arriver et se connecter aux documents de l'entreprise. Et donc, on va lui demander un mot de passe. En tout cas, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, nom d'utilisateur, c'est Martin. Et le mot de passe, on voit que c'est tapé en même temps qu'on se parle, c'est 1, 2, 3 soleil. D'accord? Et donc là, il va envoyer. Et du côté de l'attaquant, tout de suite, on voit le mot de passe et le login qui tombent. Et ça veut dire, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des communications sont lues par l'attaquant. Tout. Là, on a juste créé un script qui allait identifier et analyser chaque communication pour voir s'il n'y avait pas un login ou un mot de passe, ou les deux, qui transitaient dans la communication, auquel cas on isolait le login et le mot de passe, et ça permet d'avoir quelque chose de clair à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la petite tablette avec laquelle la personne navigue, c'est absolument asymptomatique. Ça rejoint ce que disait Cédric tout à l'heure par rapport aux 7 mois de découverte d'une compromission. Une compromission, le plus souvent, elle est asymptomatique. Vous n'avez pas un petit message qui vous prévient, attention, vous êtes en train de vous faire pirater. Vous n'avez pas un message qui vous prévient, attention, vos communications sont écoutées. Ce sont des choses transparentes. Le jour où ça s'exprime, où ça devient symptomatique, c'est qu'il est trop tard. C'est que le virus est déclenché. D'accord ? Donc voilà le risque. De vue de l'utilisateur, ça paraît simple, ça paraît comme d'habitude, aucun problème. Et pourtant, il est en train de se faire pirater, sans s'en rendre compte. Donc méfiance, grande méfiance avec les Wi-Fi qu'on ne maîtrise pas, les Wi-Fi qu'on ne connaît pas, dans un endroit qu'on ne connaît pas. On n'est pas dans la même situation qu'à l'entreprise. Et donc, si on a des choses sensibles à faire ou qu'on n'est pas en confiance, eh bien peut-être qu'il y a des choses qu'on peut attendre de faire en revenant au bureau, d'accord ? Ou alors d'utiliser un Wi-Fi qui est beaucoup plus sécurisé ou de se connecter en filaire depuis un endroit qu'on connaît. D'accord ? Donc voici ce qui peut arriver. Ouais. Il faut les sensibiliser au fait que la zone de risque est plus importante. Ça, c'est certain. Ensuite, il appartient aussi aux directions des entreprises de mettre en place des outils qui sont sécurisés. En fait, là, si vous voulez, la solution aussi, mais alors là, du coup, ça ne s'adresse pas forcément aux utilisateurs, mais plutôt aux DSI. Sur le plan technique, la solution à mettre en place pour lutter contre ça, c'est aussi HTTPS. On en a tous entendu parler. HTTPS, ça vise précisément à protéger les systèmes contre ce genre d'attaque. C'est-à-dire que je verrai les communications réseau, mais la couche applicative, c'est-à-dire que la couche utile, la charge utile des paquets qui transitent sera chiffrée, ne sera plus lisible. Et donc le login et le mot de passe ne seront plus lisibles. C'est à ça que sert HTTPS. Donc à charge à l'entreprise de fournir des moyens sécurisés de se connecter, à charge aux collaborateurs de vérifier, dans la mesure où on les a sensibilisés, de vérifier la présence d'HTTPS et de comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi le cadenas? Une alerte de sécurité, c'est grave, c'est pas grave, etc. Il y a quelques règles à respecter en la matière. Je monte mon VPN systématiquement. Voilà, exactement. Un VPN,
pour peu qu'il soit sécurisé, ça c'est un autre sujet, mais un VPN, c'est quelque chose aussi qui va apporter une couche de chiffrement. Enfin, ça va chiffrer, bref, ça apporte également de la sécurité. Donc c'est toujours pareil. On est toujours sur, sur plusieurs leviers. On ne peut pas adresser les sujets avec un seul levier, on doit avoir une multiplicité des leviers. Maintenant, utiliser le Wi-Fi chez un client, c'est pas forcément mauvais non plus. Hein. Attention, il ne faut pas trop et que se faire peur. Un collaborateur va chez un client, utilise le Wi-Fi du client pour se connecter. C'est un Wi-Fi d'entreprise. Il risque peu de choses. Là, Yves évoquait le Wi-Fi au McDo juste avant le rendez-vous de 14 h, le Wi-Fi dans le train non sécurisé ou à l'hôtel Le Marimba. Je ne sais pas pourquoi il irait là-bas d'ailleurs, mais non sécurisé. On parle de ça. Hein. Donc le reste du temps, les VPN, les certificats SSL, les HTTPS dont parlait Yves, et la confiance qu'on peut avoir dans le Wi-Fi de nos clients. Dernier point, il y a un point qui est important, qui est le petit point qui est en bas. D'une façon générale, on sait que le Wi-Fi est une clé d'entrée pour les attaquants, comme le Bluetooth. Par défaut, on éteint son Wi-Fi, on éteint son Bluetooth. Par défaut, sur son mobile, sur son téléphone, sur son portable, on les coupe. On ne les laisse pas tout le temps allumés. Pourquoi? Parce que quand mon Wi-Fi, moi je suis sur Free Wi-Fi par exemple, je me promène partout avec mon Free Wi-Fi, je me connecte de partout, je ne sais pas si quelqu'un écoute à ce moment-là. Donc par défaut, on le coupe. Et comme dit Yves à chaque fois, en plus ça économise les batteries, c'est pas mal. Oui. Alors j'imagine que vous faites la connexion en tapant un mot de passe que vous avez défini sur le téléphone. Vous devez le taper sur le terminal, c'est ça? Eh bien, vous êtes exactement... C'est du WPA2 personnel. Ça va être sécurisé tant que vous êtes le seul à l'utiliser. Si vous partagez votre connexion avec quelqu'un, si une deuxième personne vient se connecter à votre point d'accès, à votre téléphone, alors vous êtes dans un cas où il peut écouter vos communications. Par ailleurs, le Wi-Fi, c'est quelque chose qui se casse très bien. Enfin, les mots de passe Wi-Fi, ça se casse très bien. Si votre mot de passe n'est pas suffisamment robuste, quelqu'un peut réussir à casser le mot de passe et à rentrer sur à se connecter de façon sauvage à votre Wi-Fi. Mais si vous avez un mot de passe qui est suffisamment sécurisé et que vous êtes le seul à vous y connecter, ça pose aucun souci. Et d'ailleurs, il vaut mieux passer par son pont 4G, dans la mesure où on est le seul à s'y connecter, que d'utiliser un Wi-Fi, ouvert ou non maîtrisé. Et ça fait partie des stratégies. Certaines entreprises prennent le parti de fournir des mobiles 4G à leur personnel itinérant, justement pour ça. Disent, servez-vous de la 4G. Arrêtez de vous connecter n'importe où, servez-vous de votre 4G. On va vous payer un beau forfait, mais arrêtez de vous connecter au Wi-Fi des hôtels, des gares, etc., etc. Je voulais également vous parler de la clé USB. La clé USB qui, à l'instar du Wi-Fi, pose deux problèmes. Le premier problème des clés USB, c'est qu'elles peuvent héberger des logiciels malveillants. Alors les clés USB, c'est formidable. Hein. Moi, je suis le premier à m'en servir parce que effectivement, hein, c'est très pratique. Aujourd'hui, on a des clés de plusieurs dizaines, centaines de gigaoctets. C'est très abordable. Donc ça a littéralement envahi nos vies. Néanmoins, il faut comprendre que lorsqu'un virus est créé, le but d'un virus, c'est de se répandre. C'est-à-dire que lorsqu'il est sur une machine, il va vouloir infecter d'autres machines, de nouvelles machines. C'est le fonctionnement normal d'un virus. D'accord ? Donc, pour faire ça, il a plusieurs solutions. Il y a les mails, évidemment. Il y a aussi le réseau. Il y a plein de solutions. Et évidemment, la clé USB en est une. Donc, beaucoup de virus, lorsqu'on branche une clé USB, un support amovible, sur la machine, eh bien, il va se copier dessus dans l'espoir qu'il sera branché sur une autre machine et que le fichier sera ouvert par un autre utilisateur pour infecter un nouveau système. Et le problème des clés USB, c'est ça. Hein, on se les prête. On prend une clé USB du travail, on la ramène à la maison, on la pose dans l'entrée en arrivant. Vos enfants la prennent, vont au collège ou au lycée avec, la prêtent à un copain pour récupérer un jeu craqué, etc., pour jouer ensemble. Et puis le copain, il la prête à son frère, etc. Et vous ramenez ça au boulot. La clé, elle a fait le tour de l'île-et-Vilaine. Et vous rebranchez ça sur l'ordinateur du bureau. Voilà, par exemple, un cas typique absolument horrible en matière d'hygiène pour les clés USB. Et le deuxième problème des clés USB, c'est qu'elles sont source de fuite de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cas typique d'espèce, c'est on s'échange un fichier entre deux collègues. J'ai un collègue qui a besoin d'un de mes fichiers. Je le mets sur une clé USB.
et je le passe à mon collègue, par exemple. Le collègue, lui, il prend la clé, hop, il met sur son ordinateur, il la met dans sa poche, il rentre chez lui après, voilà, la clé, il la pose sur le bureau, et voilà, c'est parti. Et là, le gamin ou la gamine la prend, il part au collège avec, c'est prêté à un copain, etc. Peut-être que le père bosse pour un concurrent, on n'en sait rien, mais on a un document de l'entreprise qui est rendu 4 patelins plus loin, chez une personne qu'on ne connaît pas, et branché sur le système qu'on ne connaît pas, pour peu que la personne la ramène dans son entreprise à lui, on a des fuites d'informations. Alors, il y a des gens qui poussent un cran plus loin et qui vont prendre soin d'effacer les fichiers qu'ils placent sur une clé. C'est-à-dire, voilà, je prends la clé, je copie le fichier. Une fois que j'ai copié le fichier, j'efface le fichier de la clé. Mesure de prudence élémentaire pour éviter ce genre de situation. Le problème, c'est que lorsqu'on efface un fichier, qu'est-ce qui se passe? Sur la clé, effectivement, le système indique à la clé, voilà, ce fichier-là est supprimé. Donc la clé, elle est structurée selon ce qu'on appelle un système de fichiers qui maintient une liste des fichiers qui sont présents sur la clé. Donc elle prend le fichier et dit, celui-là, ça y est, il est effacé, il n'existe plus. Pour autant, est-ce qu'elle va aller physiquement supprimer le contenu de sa mémoire? Non. Le contenu reste présent sur la clé. Il est juste marqué comme étant effacé. Ça veut dire que moi, si je récupère cette clé, eh bien, je peux tout à fait scanner l'ensemble des secteurs mémoire de la clé. Je vais retrouver toutes les structures de fichiers qui ont été créées depuis l'utilisation de la clé et ressortir tous les fichiers. Donc même un fichier effacé, même en ayant eu cette prudence élémentaire, vous pouvez provoquer une fuite de données. Donc la clé USB, c'est un fléau pour l'entreprise. Une bonne façon de faire, par exemple, comme d'habitude en cybersécurité, il faut mélanger les leviers, il faut plusieurs façons d'intervenir. Il faut, par exemple, des mesures techniques. Vous interdisez la connexion de clés USB, sauf certaines clés USB au sein de l'entreprise. Et vous fournissez à vos collaborateurs des clés USB marquées. Des clés USB avec le logo de l'entreprise. Il n'y a que ces clés-là qui ont le droit de circuler dans l'entreprise, et elles n'ont pas le droit d'en sortir. Rien ne rentre, rien ne sort. Des clés qui ne sortent pas et qui sont à l'usage exclusif de l'entreprise. Voilà comment on arrive à organiser une communication en vase clos et rien qui sort. Après, si un collaborateur sort une clé, ça devient une faute de sa part, et là, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est très incitatif de ne pas utiliser d'autres clés. Et si on voit sur un bureau ou quelqu'un qui utilise une clé qui n'est pas une clé marquée de l'entreprise, mais là, c'est pareil. On peut l'arrêter en disant « Attention, ce que tu fais là, il va falloir. » D'accord ? Je voulais vous parler d'un troisième type de clé. Hop. Alors, voilà l'ordinateur de quelqu'un qui s'apprête à faire une bêtise. Il branche une clé USB. Vous voyez cette clé USB? Ça ressemble beaucoup à une clé USB. Hein. Et bien en fait, ce n'est pas une clé USB. C'est un clavier. Il y a un téléphone qui parle, non? Qui s'est fait hacker? Non. En fait, comment ça fonctionne lorsqu'on branche un périphérique sur un ordinateur? La clé USB est branchée sur l'USB. L'USB alimente la clé, donc elle démarre. Hein, c'est un petit appareil qui démarre grâce à l'alimentation. Et il va commencer à discuter avec l'ordinateur. Et sur un mode purement déclaratif, elle va indiquer à l'ordinateur « Bonjour, je suis une clé USB, je suis donc un périphérique de stockage amovible. » Ou alors « Bonjour, je suis une webcam ou une souris ou un clavier ou que sais-je. » C'est purement déclaratif. Donc rien n'empêche de créer quelque chose qui est un clavier, mais qui est packagé comme une clé USB. C'est exactement ce qui est fait à l'écran. C'est ce qu'on appelle des rubber ducky. Et donc, lorsqu'on les branche, elles vont se déclarer comme étant un clavier auprès du système, et elles vont commencer à envoyer des frappes de touches. Donc en fait, en pensant brancher une clé USB, ce que vous branchez, c'est un clavier plus un hacker derrière. Parce que naturellement, elles sont programmées à l'avance pour envoyer une séquence de touches bien précise. Donc en fait, c'est comme si vous laissiez un hacker, avec un clavier, envoyer la séquence de touches et la séquence de commandes qu'il veut sur votre système. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner la chose suivante. Donc là, on a ralenti l'exécution, d'accord ? Pour que ça soit plus visuel. Normalement, c'est encore plus rapide que ça. Là, la clé a été branchée et on a un truc qui se passe, alors qu'on n'a rien demandé. Vous voyez ? On a des lettres qui se tapent toutes seules. Normalement, ça dure 1 seconde 5, et c'est terminé. Là, c'est juste pour que ça soit plus visuel. D'accord ? Clac. Là, c'est le moment clé. C'est le moment où on se dit souvent, tiens, j'aurais pas fait une bêtise, moi, par hasard. Hein, on branche quelque chose, on voit un truc qui s'ouvre, qui se ferme, des lettres qui se tapent, hop, un truc qui disparaît. Et en fait, le moment crucial de la vidéo, c'est celui-là. C'est celui-là parce que le reste de l'histoire va
dépendre de la façon dont vous réagissez à ce moment-là. Il y a en gros 3 types de réactions possibles. Soit vous réagissez en vous disant « Ouh, j'ai peut-être fait une bêtise, c'est pas normal, par prudence, je vais appeler l'informatique ». Vous appelez l'informatique, et là l'informatique vous dit « Ah oui, non, c'est vrai, c'est bizarre, c'est pas normal, débranche le câble réseau de ta bécane, j'arrive, on va regarder ça ensemble ». Et effectivement, il verra, il y a un virus sur la machine, mais le virus a à peine eu le temps de s'exécuter, il n'a pas eu le temps de se répandre, donc vous avez limité les dégâts. Donc c'est une histoire qui finit bien, parce que vous avez eu le réflexe de prévenir les bonnes personnes. Deuxième solution, c'est de se dire « Oula, j'ai peut-être fait une bêtise. Bon, ça n'a pas l'air de bouger, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de bruit bizarre, la machine ne se met pas à trembler ou à faire des lumières, c'est qu'il ne doit rien se passer. » Non, un virus ou un attaque, ça ne se passe pas comme ça. C'est asymptomatique, c'est muet. Et donc de se dire « Oh bon, je vais aller prendre un café, je vais fermer la machine, c'est peut-être l'heure de rentrer, allez hop, j'y vais, je vais déjeuner. » Voilà. Et là, pendant ce temps-là, le virus va faire son chemin. Il va infecter la machine, il va infecter le réseau, etc., etc., etc. Et là, c'est une histoire qui finit mal. Et c'est à ce moment-là, c'est le moment où tout ça bascule. Et il y a une troisième façon de réagir, qui est encore pire, c'est de se dire, tiens, c'est bizarre, la clé, elle ne marche pas, et d'aller dans le bureau d'à côté et de dire, tiens, Michel, est-ce que tu peux essayer la clé sur ton poste, parce que moi, c'est bizarre, elle a fait un truc bizarre, regarde, chez toi, ça marche. Parce que ça arrive. D'accord ? Donc ça, évidemment, c'est la mauvaise idée parce que ça va infecter le poste de Jean-Michel en plus. Donc bref, là, on vient de mettre une clé malveillante et on a vu quelque chose qui s'exécutait. Alors qu'est-ce qui se passe en vrai ? Et pourtant, vous voyez, en bas à droite, la clé est enlevée. Mais même clé enlevée, ça ne change rien. Le processus est en cours d'exécution et derrière, ça suit son cours. C'est en train de s'exécuter. Donc là, on a fait un exemple avec un virus très simple. Qui est juste chargé de, disons, récolter les informations sensibles de la machine. C'est toujours utile en intrusion de récupérer les mots de passe, etc. Donc là, la clé USB fait le tour de tout ce qui est intéressant sur le système. Et l'attaquant à l'autre bout, lui, il est devant sa boîte mail, parce que la clé, le petit virus, là, une fois qu'il a fini de récolter, eh bien, il s'envoie un mail. Et l'attaquant, il reçoit des mails comme ça. Il reçoit un mail tout simple avec un fichier texte qui contient l'ensemble des informations qui ont été volées par le virus. Et donc, à droite, vous voyez que la personne continue à travailler, il ne se passe rien. Pour lui, il ne se passe rien. Si on veut se convaincre qu'il ne se passe rien, c'est très facile. Si je veux me persuader que je n'ai pas fait de bêtises, c'est très facile. Et l'attaquant, là, il va commencer à regarder qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur la clé, et bien, sur le système. Et bien, par exemple, tous les mots de passe Internet Explorer, les mots de passe d'accès à l'extranet, à votre compte mail, les mots de passe, par exemple, là, on voit le mot de passe du Wi-Fi. On voit plein de choses. Vous voyez, par exemple, là, on voit le mot de passe du Wi-Fi, donc le mot de passe du Wi-Fi d'entreprise. Hop, il a été enregistré par le système, le virus l'a vu, il l'a récupéré, envoyé par mail. Ça veut dire que moi, maintenant, de l'extérieur de votre entreprise, pour peu que votre Wi-Fi soit un poil généreux, ce qui est le cas en général, du parking ou des bureaux d'à côté ou du hall de l'accueil, je peux capter votre Wi-Fi, j'ai le mot de passe maintenant, je peux m'y connecter. Donc là, vous avez potentiellement un attaquant qui peut se connecter facilement au Wi-Fi et qui peut se connecter à l'extranet, sur la boîte mail, au partage réseau, etc. Avec ça, si je suis à portée de Wi-Fi, ce qui est très simple, eh bien vous avez tout de suite accès au réseau, et au partage réseau, et aux applicatifs, etc., etc., etc. Et donc tous les fichiers sensibles de l'entreprise. Pourquoi ? Juste pour une clé USB. C'est pas nouveau, hein. Ça nous ramène en arrière, en 2009, il me semble, l'un des premiers virus industriels qui s'appelait Stuxnet, qui avait probablement été, ça n'a jamais été prouvé, mais on se l'imagine, créé par la NSA et les services secrets israéliens, le Mossad. Ils avaient créé un virus pour détruire le programme d'enrichissement du nucléaire iranien, et ils avaient réussi à détruire quasiment toutes les centrifugeuses d'uranium en Iran. Comment ? En mettant un virus sur une clé comme ça. Et la clé avait fini par être branchée sur le système industriel de la centrale nucléaire iranienne, ou en tout cas du centre de recherche iranien, et ça avait provoqué la destruction des centrifugeuses. La clé USB est aujourd'hui, c'est un fléau. Donc, une clé USB extérieure qu'on a trouvée sur le parking, qu'on a trouvée devant, qu'on a dans nos poches, on ne la branche pas sur le système d'information. Voilà pour ça. Et la troisième chose dont je voulais parler, c'était de parler des smartphones. J'aurais dû, avant de balancer cette slide, vous demander qui a son ordinateur avec lui. Monsieur aurait répondu oui, mais d'habitude, personne ne répond, alors que vous avez tous un ordinateur avec vous. C'est l'ordinateur, votre smartphone, c'est un ordinateur. On a tendance à l'oublier,
Mais ça a un clavier, ça a de la mémoire, ça a un écran, ça a de la mémoire vive, etc. C'est un ordinateur. C'est exactement pareil. Ça a un système d'exploitation, des applications, etc., etc., etc. Alors eux, ils concentrent tous les défauts. Ils ont le défaut déjà d'avoir une grande quantité de données sensibles, les contacts, les emails, les documents téléchargés, la liste de vos appels, de vos SMS, la liste de vos communications avec, je ne sais pas moi, WhatsApp, etc., ce genre de choses. Bref, ils concentrent énormément de données. Des données d'entreprise, des données personnelles, un petit peu tout. Donc déjà, ça attire l'attention. Deuxièmement, ils n'ont en général pas le même niveau de protection qu'un poste traditionnel. On a tous le souci de protéger notre ordinateur de travail. Le téléphone portable, en revanche, peut-être un peu moins. Et on a moins conscience des dangers qui vont avec. On a également le problème de partage entre monde professionnel et monde personnel. L'exemple typique, c'est si vous avez un téléphone professionnel, que vous avez un enfant âgé entre 8 et 12 ans, que vous ramenez le téléphone à la maison, que lui, il attend que ça pour le prendre et jouer à son jeu préféré, que les copains lui ont montré à la récré, et qu'il va vouloir l'installer en installant depuis je ne sais pas où le jeu, et que vous ne maîtrisez pas ça du tout, eh bien, vous avez un problème de collision et un problème de rencontre entre le monde professionnel et le monde personnel. Vous allez avoir un téléphone dont la sécurité n'est pas maîtrisée, qui va cohabiter avec des données professionnelles sensibles. Et ça, il y a un vrai souci à ce niveau-là. Et en plus, si on y réfléchit bien, c'est un ordinateur que vous avez toujours dans votre poche, que vous connectez en Bluetooth, en Wi-Fi, à plein de réseaux externes que vous ne maîtrisez pas, qui a toutes les données sensibles dont on a parlé tout à l'heure, que vous pouvez perdre, qu'on peut vous voler, etc., etc., etc. Donc en fait, c'est une espèce de worst case de la sécurité qu'en plus vous surexposez à des attaques et à des compromissions. Donc un smartphone, c'est très dangereux. Alors, comment ça fonctionne la sécurité d'un smartphone par rapport à la sécurité d'un ordinateur portable? Finalement, c'est assez simple. Un téléphone portable, un smartphone, par défaut, c'est sécurisé. Et la sécurité de votre smartphone, il repose principalement sur deux choses. Le fait que vous fassiez les mises à jour en temps réel, ça encore une fois, pas de mise à jour, pas de sécurité. Et deuxièmement, ça fonctionne sur le fait que vous n'êtes pas administrateur de votre téléphone. C'est pas vous n'avez pas la maîtrise totale de votre téléphone, vous n'êtes pas administrateur, à tel point que les gens essayent de jailbreaker ou de router leur téléphone justement pour gagner les droits administrateurs, pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et donc les restrictions qui sont en place concernent notamment la possibilité que vous avez d'installer ou pas certaines applications. Et sur un téléphone par défaut, que ce soit Android ou iOS, vous ne pouvez installer que des applications qui proviennent d'un magasin d'applications précis, autorisé, validé, vérifié par l'éditeur. D'accord ? Si vous vous en cantonnez là, que vous avez une utilisation de votre téléphone légitime, disons, comme on appelait ça autrefois, un bon père de famille, que vous avez une application pour la météo, pour ce genre de choses, l'application de votre journal préféré, etc., ça va. Et que vous n'avez pas touché au modèle de sécurité, ça va. Le problème, c'est que lorsqu'on commence à le prêter à son enfant, ou qu'on commence à vouloir installer des applications qui sont un peu borderline, on va désactiver la sécurité, autoriser les applications externes à être installées, et installer des applications qui viennent d'autre part que le magasin officiel. Et c'est là que les ennuis commencent. C'est là qu'on peut attraper un virus, et là, ça devient rapidement grave. À ce sujet, on a une petite démonstration à vous faire, et ce sera la troisième et dernière démonstration. Hop. Je vais me faire assister de ma charmante assistante Cédric, ici présent, qui jouera le... Zut, parce qu'en fait, du coup, on est resté sur l'ancienne... On n'a pas remis à zéro la démonstration. C'est pas très grave. Je vous plante le décor. Cédric joue l'utilisateur naïf d'un téléphone qui a désactivé sa sécurité et qui installe des applications externes en faisant preuve d'aucune circonspection, ni de la plus élémentaire prudence. Et moi, je suis un attaquant. Eh bien, j'ai créé un petit QR code comme on en voit partout, dans le métro, dans le train, dans plein d'affiches partout, où c'est marqué Flash Me, et les gens flashent. D'accord ? Alors là, j'ai fait sobre, mais si je veux faire un peu plus sophistiqué, j'aurais pu le brander, par exemple, aux couleurs des GJN, en disant, voilà, gagner des places pour tel ou tel match de Ligue des Champions, ou gagner des cadeaux numériques, ou iPhone, etc. Je pense que des gens auraient scanné ça, dit tiens c'est intéressant, s'il y a un iPhone à gagner, j'installe. Et les gens qui ont désinstallé, qui ont
désactivé la sécurité, aurait installé l'application probablement. Donc on a déjà fait ça ce matin, donc Cédric a déjà fait a déjà flashé et installé l'application. Et donc moi, à l'écran là, ce que vous avez, c'est mon écran à moi, l'écran de l'attaquant. D'accord? Donc ce que vous pouvez voir... Juste avant de continuer, bon, vous n'étiez pas là ce matin, mais quand j'ai installé l'application ce matin, rien ne s'est allumé, rien ne s'est affiché. Je suis arrivé, j'ai joué le naïf, comme disait Yves tout à l'heure, j'ai flashé. Il m'a dit, est-ce que tu veux l'installer en anglais? J'ai dit oui. Est-ce que tu es d'accord pour ça? J'ai mis oui. Et il ne s'est rien passé. Rien passé. Sauf que, vous allez le voir, en fait, quelque chose s'est installé dessus, et maintenant, il y a un espion sur le téléphone, alors que je n'ai rien vu. Et j'ai beau être un expert en informatique, on ne voit pas. Comme dit Yves, c'est complètement asymptomatique. On ne voit rien. Donc là, maintenant, on continue. Tu as joué le naïf, c'est ça? Ok. Donc ce qui s'est passé, c'est que Cédric a démarré son téléphone. En fait, c'est pour ça qu'on avait quelque chose qui s'affichait à l'écran. Et là, vous voyez, Meterpreter 2, Session Open, machin, etc. Bon, l'interface est un petit peu brutale, un peu rustre. Elle n'est pas hyper sympathique, mais c'est pas grave. On va quand même s'en servir. Tiens, hop. Je vais me connecter au téléphone. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'application, j'ai mis, moi, un espion. D'accord? L'application, elle est piégée. Et sur mon écran, quand Cédric démarre son téléphone, je le vois. D'accord? Et donc là, je démarre une session d'accès à distance à son téléphone. Et vous voyez, j'ai tout un tas de commandes différentes que je peux taper. Par exemple, je peux m'intéresser aux SMS de Cédric, par exemple, de voir. Donc c'est un téléphone de démonstration, évidemment, on ne va pas faire ça sur un vrai téléphone. Mais je peux m'amuser, par exemple, voilà, je fais dump SMS. Il m'a dit j'ai récupéré 17 messages. Je pense que sur le téléphone de n'importe qui, il y a beaucoup plus que 17 messages. Mais là, en l'occurrence, il y a 17 messages. Et donc, quand je... Hop. 2, 2, 1, 2, ça a marché, ça? Hop, voilà. Par exemple, j'ai un fichier qui contient l'ensemble des SMS qui ont été reçus et envoyés par le téléphone. Sur votre téléphone, interrogez-vous tous les SMS que vous avez reçus et envoyés. Est-ce que vous auriez envie que je les affiche sur l'écran, là, maintenant? Aucun problème. Je les efface au fur et à mesure. Pas de souci. Hop. Bon, donc ça, c'est déjà pas très cool. On peut faire la même chose avec tous les contacts, historique d'appels, etc. C'est là qu'on commence aussi à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre d'applications de surveillance des conjoints qui sont installées. Ça aussi, c'est un vrai fléau. D'accord? Bon, mais il y a un certain nombre de commandes qui commencent par webcam, moi, qui m'intéresse. J'ai vu webcam stream. D'accord? Bon, excusez-moi, l'effet démo, mais c'est pas grave. Vous voyez, là, webcam stream, en fait, je peux demander tout simplement à accéder à la webcam de l'iPhone, du téléphone. D'accord? Et donc, je peux filmer en direct tout ce qui se passe dans la pièce. D'accord? Alors, il n'y a toujours rien qui s'affiche, hein. Aucune lumière. L'écran est totalement éteint. L'écran est éteint. Le téléphone est éteint. Hop. Alors, je peux faire autre chose. Parce que ce qui est intéressant sur un téléphone, c'est qu'il y a deux caméras. Et quand je tape -i2, je vais choisir la deuxième caméra. Là, je ne vois plus ce qui se passe dans la pièce, mais je vois la personne qui est en train de filmer. Donc là, je vois que c'est Cédric. Je peux savoir qui est en train de s'en servir du téléphone. Je vois la personne qui actuellement a le nez sur la caméra. D'accord? Ça, c'est très facile à faire aussi. Et ce qui peut être intéressant aussi, lorsqu'on veut, par exemple, je ne sais pas moi, s'inviter à un comité de direction pour écouter ce qui se dit entre les dirigeants d'une entreprise, par exemple, si on a réussi à verrouiller le téléphone d'un des dirigeants, eh bien, c'est aller s'intéresser à aller déclencher une écoute du micro pour voir ce qui se dit dans la pièce. Donc là, j'ai lancé une écoute de 10 secondes. On va aller voir ce que ça a donné. Est-ce que alors, ce truc-là doit être planté? Et non. Ça y est, j'y suis. Je crois que je me suis arrêté. Ne bougez pas. Désolé, c'est l'effet démo. Il faut toujours un petit truc qui se passe mal. Mais je crois que j'ai trouvé ce que c'était. Hop, si je fais ça et que je vais chercher à côté, je vais le trouver. Et voilà, c'est parfait. Je l'ai là, juste là. Pour écouter ce qui se dit entre les dirigeants de l'entreprise, par exemple, un comité de direction. Voilà, le contenu du micro
a été complètement capturé par le téléphone. Et ça, je peux rester en écoute d'une réunion téléphonique de dirigeants. C'est pas compliqué. Un codir, vous avez en général 5 participants, vous avez entre 10 et 15 téléphones sur la table, globalement. Il y a tous un téléphone perso, un téléphone pro, un machin, etc. Il suffit qu'il y ait un des 10 qui soit vérolé, qui ait ce genre d'application, c'est fini. Le codir, c'est plus un codir, c'est une réunion publique. D'accord ? Et on peut se dire que le dirigeant, il est plus sérieux parce qu'il fait plus attention. C'est pas vrai. Le dirigeant, justement, il y a un sujet, cybersécurité, autour du dirigeant, parce que c'est quelqu'un qui échappe à la hiérarchie de la gestion du risque et qui a tout pouvoir de refuser l'application des normes de sécurité qui ont cours dans l'entreprise. Et il n'est pas rare de voir un dirigeant qui demande des passe-droits ou qui demande à outrepasser des règles de sécurité qui sont imposées à tous dans l'entreprise. Et donc, de fait, avoir un dirigeant qui a un terminal qui est moins sécurisé que les collaborateurs, c'est pas rare, croyez-moi. C'est quelque chose de plutôt fréquent. Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur ces 3 points-là, notamment les smartphones. Donc, pour vous donner un conseil relatif aux smartphones, le mien serait celui-là. Utilisez-le de façon légitime. Ne désactivez pas les modèles de sécurité, les configurations de sécurité. Au sein de l'entreprise, mettez en place ce qu'on appelle un MDM, un Mobile Device Management. Il y a des systèmes qui permettent d'enrôler les téléphones dans le système et de les gérer de façon centralisée et de les durcir si quelqu'un désactive quelque chose, de façon à ce que les utilisateurs ne puissent plus désactiver les fonctions de sécurité, etc. Voilà, donc une petite conclusion très rapide par rapport à tout ce qui vient de vous être montré. Rappelez-vous, dans un premier temps, c'est d'envisager la sécurité comme étant à part entière une des activités de l'entreprise aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Un expert comptable travaille 100% de son temps sur son PC. Voilà, ça fait partie de notre travail aujourd'hui. Deuxièmement, se poser la question de faire son analyse de risque. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce que je peux faire craindre à mes clients, à mes collaborateurs? Qu'est-ce que mes collaborateurs peuvent me faire craindre, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse de risque et le suivi qu'il y a derrière tout ça. Deuxièmement, vous l'avez vu, on le sait, on en parle, le maillon faible, c'est nous. Donc il faut nous former, il faut nous sensibiliser, il faut mettre en place des campagnes de communication, de sensibilisation, de formation. On pourra en reparler tout à l'heure hein, si vous souhaitez, mais il faut absolument mettre ça en place et revenir régulièrement. Attention aux clés USB, attention, chers collaborateurs, on vous a acheté des clés USB, ne prenez pas les autres. Lorsque vous avez une clé USB, lorsqu'un client vous remet une clé, que vous l'utilisez, alors par tel moyen, vous l'avez vérifiée, elle est propre, ok, à la fin, pensez à l'effacer. Voilà. Dans certaines entreprises, aujourd'hui, certains de nos clients nous demandent des machines pour écraser, pilonner les clés USB. On en est là aujourd'hui. On en est à j'ai un PC qui a eu un problème, j'en achète un autre, Adecom, est-ce que vous voulez bien prendre le disque dur et me le pilonner? On en est là. Parce que sur un disque dur, comme dit Yves, ce n'est pas parce que c'est effacé que c'est vraiment effacé. Donc il faut bien avoir ça en tête, l'analyse de risque, faire son suivi, réfléchir à la cybersécurité, former ses collaborateurs, faire ses mises à jour. Enfin voilà, c'est une nouvelle démarche, ça fait partie de la transformation digitale de nos entreprises aujourd'hui et de nos collaborateurs. Et il faut vraiment s'inscrire dans cette démarche. Et je crois qu'au niveau de l'ordre, le message a été passé que de faire un maximum de formation et de sensibilisation. Elle était remarquablement construite. Ça valait le coup de réfléchir. Je vais vous faire une première réponse sur les aspects réglementaires. Yves va vous faire une réponse sur les aspects... C'est une question qui revient souvent. Yves va vous faire une réponse sur les aspects sécurité technique. D'un point de vue réglementaire, vous avez tout à fait autorisation, le droit de copier vos fichiers, les fichiers de vos clients sur un espace OneDrive, un espace à distance, pour peu qu'il existe des accords et des réglementations communes entre les différents États.
Et si vous me parlez de OneDrive, c'est que vous me parlez de Microsoft 365. Donc concrètement, aujourd'hui, un collaborateur peut prendre des fichiers d'un client, les mettre sur son OneDrive. Attention, OneDrive perso fait que si jamais le collaborateur s'en va et que vous effacez le compte du collaborateur, vous effacez aussi son OneDrive. Bon, ça, c'est une question pratique. Mais d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas spécialement de problème. Sauf que récemment, et parce que justement la dynamique et la réglementation RGPD sur la France et sur l'Europe a été imposée, les États-Unis ont répondu avec leur propre RGPD qui s'appelle le Privacy Shield. Je ne parle pas de Patriot Act ou de Cloud Act, hein. Je parle vraiment d'accords de confiance entre les deux États, concernant, enfin en tout cas les deux groupes, concernant la gestion de la donnée. Et très récemment, du fait d'un Irlandais qui a porté plainte sur la gestion de ces données, l'Union européenne, le haut commissaire à l'Union européenne a dénoncé l'accord qui existe aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis sur ce fameux Privacy Shield. En clair, aujourd'hui, toute entreprise américaine qui exerce sur le sol français, qui fait du traitement de données sur le sol français, sous prétexte du Privacy Shield et sous prétexte d'une conformité avec le RGPD, n'est plus en règlement avec le RGPD. Donc d'un point de vue réglementaire, c'était vrai il y a quelques mois, aujourd'hui ça ne l'est plus, ça va revenir. Il va y avoir de nouvelles tractations, il va y avoir de nouveaux échanges, etc. Mais sachez-le, c'est que d'un point de vue réglementaire aujourd'hui, que ce soit Microsoft, Amazon, Google, que ce soit tous les grands GAFA, et je ne parle pas des systèmes chinois, tous les grands GAFA aujourd'hui sont en complète interdiction vis-à-vis du RGPD, puisqu'il n'y a plus d'accord de partenariat entre les deux. Vient s'ajouter par-dessus le Cloud Act, signé par le président américain, qui autorise n'importe quelle autorité américaine, hein, n'importe quelle autorité, un shérif, hein, n'importe qui, à accéder à des données maintenues par une société américaine, quel que soit l'endroit où sont détenues les données. Donc un simple shérif de l'Oklahoma est capable de faire une requête et obtenir les données vous concernant. Voilà. Donc ça, c'est ma réponse d'un point de vue réglementaire. Donc est-ce qu'il y a un risque? On va dire que si la donnée est considérée comme non sensible, pour peu qu'on puisse bien considérer une donnée et en tout cas la taguer, il n'y a pas spécialement de risque particulier. Maintenant, d'un point de vue réglementaire, si votre client est un OIV ou si votre client a un référentiel sécurité qui lui impose d'avoir des données sur la France et traité par un système français soumis à la CNIL, à l'ANSSI, etc., là, on a un souci. Voilà. D'un point de vue technique. Ouais, alors sur un plan technique, Cédric l'a fort justement rappelé, il y a des lois américaines qui autorisent les autorités américaines à accéder à toute donnée. En fait, le problème, par exemple, si je prends, enfin, on a pris Microsoft, prenons Google, c'est pareil. Si Google stocke vos fichiers, Google peut subir des pressions législative de la part, ou judiciaire de la part des autorités américaines, peut aussi tout simplement subir des pressions de la part des renseignements américains. Ça va dépendre de la façon dont, enfin de la sensibilité des données que vous stockez. Si vous travaillez pour Naval Group, Airbus, Thales, que sais-je, eh bien vous risquez d'avoir des pressions à ce niveau-là. Et pour le renseignement, vous risquez un accès à vos données. Donc, moi j'ai tendance à dire qu'en cybersécurité, il n'y a pas d'interdit. Mais en revanche, il faut avoir fait la démarche de réflexion, d'analyse des risques. Cédric, tout à l'heure, a parlé d'analyse des risques. En cybersécurité, tout est analyse des risques. Il faut simplement comprendre les risques auxquels on s'expose, c'est-à-dire connaître nos biens sensibles, savoir quelles menaces pèsent dessus, quels sont les scénarios de menaces, qu'est-ce qui peut bien mal se passer, et mettre les mesures de sécurité idoines en face. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Si on prend le cas d'un cloud externe, eh bien, je stocke des données sur un cloud. Est-ce que c'est des données auxquelles je tiens? Oui. Quel est le modèle de menace? Effectivement, l'agent menaçant, c'est Google en face, s'il y a la pression des autorités américaines. Dans ce cas-là, quelle mesure de sécurité je mets en place? Eh bien, je chiffre mes données, par exemple. Si ce sont des données qui ne sont pas sensibles, qui sont des données publiques ou peu importe, ça ne pose pas de souci. Si ce sont des données qui sont sensibles, je vais utiliser un système de chiffrement de mes données pour pas qu'elles soient accessibles. Donc, mais et par ailleurs, je vais vous rendre la parole après, mais sur le plan technique, elles seront plutôt plus sécurisées chez Google en termes de... Enfin, disons que vous pouvez craindre que Google y accède, mais un attaquant externe, plutôt moins que si elles sont sur un NAS Synology posé sur une étagère dans une salle serveur. Et vous avez un complément, pardon? Alors là, je vais vous dire non, absolument pas. Très franchement, enfin... le ransomware peut éventuellement, un ransomware qui est chez vous, peut éventuellement accéder à votre drive grâce à votre accès à vous, accéder au drive et effacer vos fichiers. Néanmoins,
Mais en revanche, le risque que Google attrape un ransomware et qu'il efface l'ensemble des données, parce que le cloud, c'est votre donnée, votre fichier, il est répliqué dans 10 endroits dans le monde, et il y a 15 sauvegardes sur chaque qui contiennent encore votre fichier. Donc votre fichier n'est pas perdu, à tel point qu'on ne sait jamais quand c'est effacé, ça, finalement. D'accord ? Donc le risque de ransomware est bien moindre sur un système cloud, avec un éclatement, une distribution des données et un système de sauvegarde généralisé, que, encore une fois, dans un Synology, dans un serveur sous un bureau, dans une salle serveur. Donc c'est une menace qui est plutôt moins à craindre dans un cloud qu'en auto-hébergement on-premise. Oui. Oui. Je prends ? Vas-y, go. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, le fait qu'une box ADSL soit vérolée, c'est pas très probable. C'est plutôt un cas d'espèce qui ne va pas se présenter. Néanmoins, la problématique que vous posez, à savoir l'utilisation d'une connexion privée pour se connecter au réseau de l'entreprise, c'est une problématique qui est tout à fait réelle et tout à fait pertinente. Donc, pour ça, effectivement, c'est une des grandes thématiques du télétravail. C'est comment est-ce que je fais pour gérer l'utilisation de réseaux, de machines personnelles parfois de la part de mes collaborateurs pour accéder au SI. Eh bien, pour le cas de la connexion, ça veut dire qu'il y a des mesures techniques qu'on peut mettre en place, typiquement l'utilisation d'un VPN qui va chiffrer, alors VPN IPsec avec le mode ESP, etc., bien configuré, avec une entropie suffisante, etc., permettra de chiffrer les communications et de protéger à partir de la couche 3 quasiment tout l'ensemble des communications pour gérer ça. Mais effectivement, une communication directe avec une box, ça pose des questions. Donc il faut mettre des mesures de sécurité supplémentaires. Première réponse. Deuxième réponse, donc la réponse technique. Deuxième réponse, encore une fois, je vais vous répondre du côté organisationnel. Mettre en place le télétravail aborde la notion de relation entre le collaborateur et l'entreprise. Donc, qui dit relation entre le collaborateur et l'entreprise dans l'utilisation d'un bien qui s'appelle l'informatique, dit charte. Il faut mettre en place une charte de définition du télétravail. Il faut accompagner le télétravail avec des fonctionnements. Dans l'entreprise, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Au télétravail, c'est exactement la même chose. On déplace le lieu de travail, certes, mais il faut une charte de fonctionnement. Ça fait partie des premiers points que lorsqu'avec Yves, on va en entreprise, on va voir des clients, ça fait partie des premiers points, des premières questions qu'on pose. Avez-vous une charte de fonctionnement de l'informatique ? Avez-vous une simple charte informatique ? Et c'est dans cette charte où on va préciser que on interdit bien évidemment au collaborateur d'utiliser son PC perso pour se connecter à la boîte, bien sûr. On lui fournit un PC portable, et je sais de quoi je parle. Donc on fournit des PC portables. Sur les PC portables, il y a un VPN qui est installé. Dans la charte, il est indiqué, charte que le collaborateur a signée, il est indiqué « Je m'engage » à n'utiliser que le PC qui m'a été fourni pour me connecter au système d'information de l'entreprise, de passer par le VPN, etc. Et à aucun moment de ne prêter mon PC portable à d'autres fins que ce pourquoi il m'était confié, etc. Bref, le truc habituel. Mais donc, il y a les aspects techniques. Ça, faites-nous confiance, on va vous aider et on va vous accompagner, on sait le faire, on l'en fait beaucoup. En revanche, faut encore une fois, on est toujours dans cette analyse de risque. Quel est mon risque ? Aujourd'hui, moi, patron de cabinet, que de laisser mes collaborateurs travailler de chez eux. On sait que c'est obligatoire, on sait qu'on y va. Voilà. Quel est mon risque ? Mon risque, il vous l'a expliqué, c'est la compromission. Comment je fais ? Je vais beau mettre des moyens techniques, puis ça coûte cher au bout d'un moment. Donc je vais beau mettre énormément de moyens techniques qui vont me coûter une fortune. Je vais sensibiliser mes collaborateurs, je leur fais signer une charte, je développe une charte. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci. Merci.